Pour, Say yes or no. Say yes or no. Yes or no. Et la question qui vous était posée était la suivante. La capture de Nicolas Maduro, le président déchu vénézuélien, par les États-Unis à Caracas, est-elle, oui ou non, légitime? Et votre avis est sans appel, puisque c'est un oui majoritaire et massif. 70% de oui sur Facebook, 75% de oui sur X, et si j'ose dire, un peu plus mitigé sur Insta, puisque vous n'êtes que, entre guillemets, 64% à penser que oui, c'est légitime. Je m'attendais, moi, à quelque chose de bien plus équilibré, moins, comment dirais-je, moins marqué, ma chère Lise. On va demander son avis à notre invité. Il s'agit de maître Caroline Sportes, avocate, et je vous laisse parler de cela avec elle, bien entendu. Caroline Sportes, bonjour. Bonjour Lise, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bien, ravie Merci d'être avec d'être vous. avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous l'avez entendu, Caroline, nos auditeurs sont assez tranchés, effectivement, sur le sujet et ils trouvent que la capture de Nicolas Maduro est légitime. Est-ce que vous, d'un point de vue juridique, j'ose dire, vous trouvez que c'est le cas? Alors, il y a une différence entre, parce que c'est ce que je pense que les auditeurs font allusion, il y a une différence entre légitimité et légalité. C'est un peu ça, en fait. On a du mal un petit peu à distinguer les deux. La légalité, elle se pose sur deux plans. Le plan du droit pénal américain. Sur le plan du droit pénal américain, a priori, pas vraiment de contestation. Maduro n'a jamais été reconnu comme président légitime. Il a volé les élections, c'est assez notoire. La mise en accusation fédérale, elle date de 2020. Même Biden l'a conservée. Elle se fonde, vous le savez, sur ce qu'on appelle le document de la stratégie de la sécurité nationale des États-Unis, qui fait référence aussi à la doctrine Monroe, comme quoi les États-Unis, s'ils sont en danger sur tout le territoire, sur tout le continent américain, peuvent agir à l'encontre des pays voisins. Donc, sur ce plan-là, les choses, on va dire, ont été faites à peu près dans les règles de l'art. Sur le plan international, c'est un peu plus compliqué. Alors, si on se réfère au droit international pur, effectivement, la légalité est contestable parce qu'on n'a pas d'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'on aurait dû avoir. On n'a pas de consentement clair non plus du gouvernement de l'État vénézuélien et on n'a pas, a priori, de situation de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais il y a quand même plusieurs raisons qui plaident en faveur de la légalité et de la légitimité, même sur le plan du droit international. Il y a au moins trois raisons. D'abord, on a des précédents. On se rappelle notamment, pour ne citer que deux exemples, de la capture de Manuel Noriega au Panama en 89. On peut citer aussi Pinochet. Donc, ce genre d'arrestation est déjà intervenu. On a aussi une deuxième raison, c'est que le droit international, c'est pas un droit comme les droits internes, un droit fixe, immuable. Le droit international, il est là pour évoluer et s'adapter aussi à la géopolitique. Et s'il ne le fait pas, il ne remplit pas son rôle. Le meilleur exemple qu'on cite souvent, c'est Nuremberg, puisque avant le procès de Nuremberg, eh ben, il n'était pas possible d'engager la responsabilité pénale de chef d'État. Les choses ont bougé. Aujourd'hui, clairement, la menace terroriste, le narcotrafic fait que le droit international doit évoluer et qu'on ne peut plus, enfin, on n'a plus les moyens en fait de nos ambitions assez vertueuses. Et la troisième raison, qui n'est pas la moindre, c'est la crédibilité de l'ONU. Et clairement, aujourd'hui, la crédibilité de l'ONU n'est plus celle qu'elle était. Enfin, pour ne citer que quelques exemples, la commission de la condition des femmes, qui avait été présidée par l'Arabie Saoudite et dont l'Iran était membre, l'UNRWA, qui est largement gangrénée par le Hamas, la CPI, qui met sur le même plan des États souverains et des organisations terroristes. On pense bien évidemment à Israël et au Hamas. Donc voilà, donc toutes ces raisons font que on peut effectivement reconnaître à cette action une légitimité, mais aussi une légalité sur le plan international. Alors, Voilà. Caroline, on parlait de légitimité. C'est vrai que c'était pas, on va dire, un danger immédiat pour les États-Unis. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, quand il parle hier soir à la télévision américaine, il dit pas c'était un danger pour les États-Unis. Il dit clairement, on voulait la fin du trafic de drogue, la fin de la présence de l'Iran et du Hezbollah dans le pays et la fin de l'utilisation de l'industrie pétrolière pour enrichir tous nos adversaires. Donc, Mm. bien sûr que
à long terme, ça atteint la sécurité des États-Unis, mais il n'a pas non plus utilisé, on va dire, tout de suite en disant, voilà, il y avait un danger immédiat, il fallait qu'on le fasse, etc. C'est pas hypocrite de ce côté-là. Non, Mais en ouais. tout cas, la fin de la présence de l'Iran et du Hezbollah dans le pays, visiblement, ça devenait urgent pour les États-Unis et sans doute que ça arrange un tas d'autres États dans le monde, Caroline. Tout à fait. Bah, c'est comme quand on dit qu'en fait Israël aussi fait un peu le sale boulot du monde en combattant le Hamas. Je veux dire, et tout est lié. Bien évidemment que on le sait, le Hezbollah, l'Iran, tout l'argent qui leur parvient est issu en grande majorité du narcotrafic. Donc tout ça, en fait, on voit que le plan de Trump est très bien huilé et que l'idée derrière tout ça c'est de faire tomber, parce que tout est lié, encore une fois, c'est le nouveau paysage du monde, le narcotrafic, le terrorisme, et que tout est lié, et que c'est pour faire tomber l'Iran. D'ailleurs, c'est pas anodin que la révolution, enfin la révolution, j'espère qu'enfin elle va aboutir, qu'il y a encore des soulèvements en Iran en ce moment. Et hier, on a quand même eu, enfin, issu d'un média quand même assez sérieux, puisque si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le Times britannique qui parle, et enfin, le guide suprême Khomeini il s'agirait qu'il s'enfuit, enfin, commence à préparer sa fuite en Russie. Donc, je veux dire, à mon avis, tout est lié et au niveau du timing aussi, tout est bien ficelé. Et rien n'est fait, voilà, rien n'est fait par hasard. Alors effectivement, les seuls qui se sont plaints pour l'instant de cette action américaine au Venezuela, c'est la Russie et la Chine qui effectivement sont les Clairement. alliés de l'Iran. Bah oui, voilà, donc on retombe sur nos pattes et tout est lié. Et j'ai bien aimé aussi, enfin, si je sais pas si vous avez entendu un peu les déclarations des Vénézuéliens eux-mêmes là-dessus, en disant, mais enfin, vous pensez que la Russie et la Chine fait quoi au Venezuela? Enfin, voilà. Donc tout ça est intimement lié. Alors, en revanche, en termes légal toujours, puisque vous êtes avocate, Caroline, hier, Donald Trump disait, c'est pas possible de faire des élections au Venezuela pendant au minimum un mois, il faut que le pays se remette, etc. Est-ce que ça reste tout de même le but du jeu? Comment ça peut se passer, hein? Alors, c'est vrai que ça va être compliqué parce que là, même si le dirigeant n'était pas légitime, là, on a quand même un pays avec plusieurs milliers de millions d'habitants qui n'a pas de dirigeant. Donc, cette période de transition, je ne sais pas comment est-ce que Trump envisage sa gestion. Est-ce que l'ingérence va aller jusque-là? C'est à voir. C'est à voir. Alors justement, l'ingérence, Caroline, quand on entend cette expression du droit d'ingérence, il y a souvent beaucoup de débats par rapport à ça, où on en est et ces derniers temps, quel est le droit d'ingérence qui a été auparavant, avant cette affaire du Venezuela, qui a été utilisé peut-être par des grandes puissances? Bah, bah voilà, on a cité l'exemple, on a même l'exemple de l'Irak, on a, Mhm. c'est obsolète pour moi. Très franchement, l'appréciation du droit international tel qu'on la connaissait avant est obsolète. On ne peut pas parler de principe de non-ingérence quand on voit l'état du monde et l'avancement du terrorisme. Le fait que les narcotrafics soient que le narcotrafic soit de plus en plus présent, ce n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est assez dangereux aussi comme concept, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit la loi de la jungle et toujours la loi du plus fort. Je sais qu'on a entendu pas mal de commentateurs là-dessus en disant, mais alors, quelle est la suite? Ça veut dire que dès qu'il y a un dirigeant qui nous plaît pas, eh ben on y va et on l'arrête. Mais c'est pas en ces termes. Bien évidemment, il faut que les choses soient faites quand même dans les règles et notamment dans les règles du droit interne du pays concerné, comme c'est le cas des États-Unis. Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter un petit mot. C'est pas anodin que Maduro ait été déféré dans un tribunal new-yorkais. Je trouve que c'est un joli pied de nez au nouveau maire de New York. Voilà, ça c'était ma petite touche personnelle. Pour finir, Caroline Sportes, est-ce qu'on peut imaginer un droit d'ingérence de ce genre pour faire tomber la République des Mollahs en Iran? Ah bah oui, alors c'est drôle que vous me parliez de ça parce que hier j'en ai parlé sur I24. On s'est demandé est-ce que le peuple iranien va réussir à faire tomber les mollahs seul? On adorerait que ce soit le cas.
Malheureusement, l'histoire nous a montré que ce n'est pas le cas, que c'est difficile. Parce que les gardiens de la Révolution, sur le régime des Mollahs est très solide, le guide suprême est très suivi. À chaque fois, malheureusement, les révoltes ont réussi à être contenues par le régime des Mollahs. Donc, je pense que tout ça est lié, et sauf si effectivement le guide suprême fuit. Là, je pense que le peuple iranien a une vraie chance de faire chuter ce régime seul sans l'aide de la communauté internationale. Alors, si justement Donald Trump dit s'il continue à tuer des gens, on viendra, vous le voyez y aller, Caroline? Bah, oui, franchement, oui. C'est ce qu'il nous montre depuis le début, hein. C'est quand même un homme d'action. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour l'instant, il fait ce qu'il dit. Voilà. Bon. Donc, que le gardien, que les gardiens de la Révolution et que le guide suprême se méfient. Il les a mis en garde d'ailleurs. Bon, alors, il a une communication exceptionnelle, hein, avec des images, des phrases chocs, mais pour l'instant, on peut pas dire que ce soit que de la poudre aux yeux. Voilà. Et la chef de l'opposition au Venezuela, elle vaut mieux que son adversaire? Alors franchement, ce serait présomptueux de ma part de vous dire oui ou non. C'est difficile de parler à la place du peuple vénézuélien. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On peut avoir espoir, mais je ne sais pas. C'est le peuple qui nous le dira peut-être plus que nous. On Voilà. suivra, évidemment, On forcément, suivra. Ben oui. tout cela avec attention. En tout cas, Merci on a beaucoup. un beau début d'année. En tout cas, on a Voilà. un début d'année effectivement Agité. tonitruant. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Avec Sportes, plaisir, Lise. avocate, d'avoir été avec nous ce matin pour cette question du À jour. Bonne bientôt. journée à vous, à très vite. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Oui, voilà qui était fort intéressant. Merci à notre invité. Je connais quelques-uns des plus grands dirigeants du monde qui doivent vivre avec des couches confiance en permanence. Pour le moment, Donald Trump étant ce qu'il est. Bien, la question du jour pour demain, la voici, messieurs, dames. La Jordanie peut-elle, selon vous, encore, oui ou non, jouer un rôle majeur au Moyen-Orient ?